Bonjour à tous, bienvenue sur le live de la deuxième séquence du MOOC Agroécologie. Il y a 2 semaines, Léna et Tessa vous parlaient de l'émergence de l'agroécologie et nous espérons que ce live fut enrichissant. Aujourd'hui, ma collègue Anna et moi-même Irsen et Chourouk qui se trouve derrière la caméra, nous allons discuter avec nos invités Stéphane de Tourdonnet et Antoine Gardarin sur les différentes approches de l'agroécologie. Alors cet après-midi, on a une mixité. Voilà, moi je viens de la Côte d'Ivoire, Anna est allemande et Chourouk est tunisienne. Passons maintenant à la présentation de nos invités. Antoine, d'abord. Alors, Antoine est enseignant-chercheur. Il est maître de conférence à AgroParisTech. Il enseigne l'agronomie et l'agroécologie, pardon. Et ses recherches à l'UMR Agronomie portent sur la gestion de la santé des cultures en augmentant la biodiversité dans et autour des parcelles et favorise les systèmes de culture qui elles-mêmes favorisent les régulations biologiques. Bon, tout ça pour nous dire qu'on a un invité qui pourra répondre à nos questions. Alors, ce MOOC, pour la partie introductive et la conclusion, nous allons faire une partie en français, une partie en anglais, mais les questions seront en français et aussi répondues en français. Alors, je laisse la parole à Anna pour... Hello to everyone. Welcome to the second sequence of the Agroecology MOOC live session. 2 weeks ago, Lena and Tessa spoke to you about the emergency of agroecology, and we hope you have learned a lot. So today we will discuss with you and with our guests the different approaches to agroecology, while one of us is behind the camera for the questions you have on the live session, and we too will try to moderate it here. We all come from different backgrounds, namely the Ivory Coast, Tunisia, and I'm from Germany. And we are all students at the Montpellier Supagro in agroecology. So please feel free to ask questions during the live on the MOOC platform, on Twitter, on Facebook. We can't answer them now live, but we will answer them later on the platform. Today we will have a discussion about your questions with Antoine Gardarin, who is following us by video conference. He is a lecturer in agroeconomy and agroecology in AgroParisTech, and he's doing some research at the UMR in agronomy focused on crop health management through increasing biodiversity in and around plots. So before we start our live session, I would just like to mention that we had no English questions, so all our questions will be in French, and we will answer them in French, but feel free to ask questions in English as well. Ok, merci Anna. Alors, les présentations ainsi faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec cette première question qui est de Rihab Ben 23, et cette question est adressée à Antoine. Comment peut-on concevoir l'agroécologie avec la substitution des intrants tout en valorisant les processus écologiques? Avec un exemple explicatif aussi. Alors effectivement, on ne pense pas forcément à la substitution des intrants quand on parle d'agroécologie, parce qu'effectivement, vous avez vu que souvent l'agroécologie, ça implique une reconception assez importante. Mais effectivement, commencer avec la substitution des intrants, ça peut être une manière d'engager une démarche dans l'agroécologie, de commencer à refavoriser la biodiversité. Ça peut être une manière pour l'agriculteur de commencer à acquérir de nouvelles compétences sur de nouvelles techniques. Alors en matière de substitution des intrants, effectivement, ça peut se traduire par remplacer des produits qui sont très impactants, des produits de synthèse qui sont très impactants par des produits moins impactants. Mais ça va être aussi favoriser, utiliser tous les produits de biocontrôle qui se développent beaucoup depuis une dizaine d'années en France. Alors s'il fallait un exemple, par exemple en verger, il y a beaucoup de modes de production, par exemple dans les vergers de pommes, avec des produits de biocontrôle qui potentiellement vont avoir moins d'impact négatif sur l'environnement, sur la biodiversité que les produits de synthèse. Après, il faut être prudent, il faut être vigilant, parce que le produit peut être naturel ou peut être moins impactant qu'un produit de synthèse, mais c'est pas pour ça qu'il est tout à fait qu'il est inoffensif. Mais ça peut quand même être une manière de réintroduire un peu, sans trop changer les pratiques, de
favoriser le retour de la biodiversité dans les vergers, peut-être avant d'aller vers un changement plus profond dans la manière de cultiver. Je ne sais pas si ça, voilà, si j'ai bien compris la question, mais voilà, je pense que voilà, utiliser le biocontrôle, ça peut être une manière, voilà, pour substituer les intrants très impactants. Alors je pensais surtout aux insecticides, hein, par exemple, en les remplaçant par des médiateurs chimiques, par des virus, ou même par des auxiliaires, hein, ça peut faire partie des produits de biocontrôle qu'on va relâcher, qui vont permettre de réduire ou d'avoir des pratiques moins impactantes, au moins en début de transition vers l'agroécologie. Ok, merci. Ouais, ok, ma première question est aussi à vous, Antoine. Faudra-t-il supprimer les fongicides et les insecticides au profit de l'agroécologie et de l'agroalimentaire? Et si oui, qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs et aux éleveurs du monde entier? Ouais, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous me redirez si je réponds bien à la question, si j'ai bien. Parce qu'en fait, supprimer les fongicides et les insecticides, finalement, c'est pas forcément. Alors, je raisonne peut-être plutôt en grande culture, de par mon expérience, mais c'est pas forcément les produits les plus difficiles à éliminer. J'ai l'impression que les agriculteurs, finalement, quand ils s'engagent dans une transition vers l'agroécologie, souvent, un fongicide et un insecticide, c'est souvent les premiers qui vont être éliminés, et c'est en général peut-être plutôt les herbicides qui sont difficiles à se passer, parce que les adventices, même en agriculture, quand on regarde en agriculture biologique par exemple, hein, c'est souvent les adventices qui sont les plus problématiques. Et donc finalement, j'ai l'impression que souvent les acteurs ils commencent par réduire l'usage de fongicides et d'insecticides qui ont d'ailleurs beaucoup d'impact sur la biodiversité. Et puis finalement, c'est plus les herbicides qui les agriculteurs souvent cherchent à continuer à garder, pas forcément beaucoup, mais à garder encore un petit peu, notamment dès lors que les agriculteurs réduisent le travail du sol et dès lors qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre pour faire du désherbage manuel. Après, l'agroécologie, effectivement, ça peut-être beaucoup à une autre question que j'ai vue sur le forum, hein, mais, elle ne vise pas forcément à supprimer tous les produits, mais à en avoir le moins possible à long terme. Après, en général, quand on écoute les différents discours autour de l'agroécologie, l'idée, c'est pas forcément de tout supprimer du jour au lendemain, mais d'en avoir le moins possible à terme. Ok. Je sais pas si Stéphane, est-ce que tu as aussi compris la question? Oui, c'est... Effectivement, la question est très large parce que c'est à la fois supprimer les produits, c'est dans le monde entier. Donc, comme l'a dit Antoine, ça va aussi beaucoup dépendre du contexte dans lequel on se situe. Et c'est vrai quand les insecticides et les fongicides, par exemple, vont être beaucoup plus difficiles à supprimer dans l'arboriculture qu'en grande culture ou dans d'autres ou dans certains contextes, notamment des contextes de pays du Sud où la pression des parasites va être beaucoup plus forte que dans d'autres contextes. Donc à chaque fois, c'est un peu ça qui est difficile, je pense, pour répondre à la question, c'est qu'elle est tellement large qu'on va dire ça va dépendre un petit peu de chacune des situations. C'est pour ça aussi que dans le MOOC, on fait des cas d'études sur ce principe général qui est de se dire comment remplacer les intrants chimiques par des processus écologiques. Il y a dans certaines situations, c'est facile à faire. Dans d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut rentrer dans ces études de cas, dans ce qui se passe dans chacune des situations pour vraiment pouvoir répondre à cette question. Et je pense aussi qu'à travers les mini-reportages que font les participants du MOOC, ça nous donnera aussi des éclairages à travers le monde sur la possibilité, la facilité avec laquelle certains agriculteurs arrivent à se passer de ces produits chimiques. Ok. Merci Antoine et Stéphane. Nous retenons que les fongicides et la suppression des fongicides, la suppression éventuelle des fongicides ou insecticides est vraiment dépendant du contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors, et en Côte d'Ivoire, en Allemagne ou en Tunisie, ça ne se passe pas de la même manière. Oui, c'est clair. Ok. La prochaine question est adressée à Antoine. Alors, dans un contexte de transition écologique, pouvez-vous donner des pistes de réflexion concrètes? Et cette question, vient de moi 63. Pouvez-vous donner des pistes de réflexion concrètes pour des systèmes de grande culture avec des débouchés essentiellement coopératifs? En grande culture, les agriculteurs, effectivement, en agroécologie, ils peuvent chercher à améliorer, par exemple, la qualité de leur agroécosystème, améliorer la fertilité de leur sol, améliorer la biodiversité, le potentiel de régulation naturelle dans leurs parcelles. Donc en fait, il y a plein de leviers, il y a plein de techniques qui vont chercher à améliorer cette biodiversité fonctionnelle, améliorer la fertilité du sol, la qualité du sol.
Ça va être le cas par exemple de tout ce qui va tourner autour de l'agriculture de conservation, réimplanter des infrastructures agroécologiques, en fait avoir un agroécosystème qui promeut sa propre fertilité, qui soutient une régulation naturelle des bioagresseurs. Et tout ça, ça va permettre à l'agriculteur d'être plus autonome vis-à-vis de l'utilisation d'intrants. Et même s'il n'arrive pas à se créer de lui-même de nouveaux débouchés pour mieux valoriser sa production, il peut continuer à avoir les mêmes types de production, mais il va s'y retrouver économiquement parce qu'il va utiliser beaucoup moins d'intrants. Et donc, sans que l'agriculteur ait accès à une vente directe par exemple, ça peut être une manière intéressante pour l'agriculteur de s'engager dans l'agroécologie. Après, ces agriculteurs ils vont aussi beaucoup diversifier leur rotation. Et donc, s'il y a des coopératives des fois qui permettent aussi aux agriculteurs de collecter des cultures un peu minoritaires ou des cultures qui permettent la diversification, qui permettent à l'agriculteur de cultiver une forte diversité d'espèces. Et si les coopératives le permettent, effectivement, ça va aussi aider l'agriculteur à cultiver cette diversité d'espèces et donc de favoriser une régulation, on va dire, naturelle des bioagresseurs. Donc il y a tout à fait, il y a plein de leviers en horticulture qui sont tout à fait possibles, même s'il n'y a pas la plus-value liée à un nouveau mode de valorisation. Et je voudrais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Antoine et rajouter juste 2 points. C'est vrai que les coopératives, elles peuvent jouer un rôle clé dans la transition agroécologique. Un premier qui, effectivement, comme le disait Antoine, qui est de se dire faire la transition agroécologique, c'est avoir plus de diversité et donc plus de diversité de production. Et si les coopératives n'accompagnent pas ça, c'est compliqué pour les agriculteurs de dire comment diversifier mes cultures si je ne peux pas les vendre derrière. Donc il y a ce premier levier qui va être très important. Et je pense qu'il y a un autre levier aussi qui va être très important, c'est celui du conseil. Parce qu'on sait aujourd'hui que le conseil agricole est beaucoup donné au niveau français en tout cas et dans beaucoup de pays du monde via les coopératives. Et qu'on le voit que dans la transition agroécologique, et vous le verrez surtout dans la dernière séquence, la question du conseil, comment arriver à conseiller pour des systèmes qui sont plus complexes, plus difficiles à gérer pour les agriculteurs, il faut un savoir-faire particulier et les coopératives, là aussi, peuvent jouer un rôle très important à travers la formation de leurs conseillers et l'évolution vers des systèmes plus complexes et pas simplement un conseil prescriptif avec un problème, une solution tout de suite, mais de rentrer dans une approche du conseil qui prenne plus en compte l'ensemble du système comme on le fait en agroécologie. Donc là, il y a vraiment un enjeu clé pour les coopératives et certaines sont très en avance là-dessus, de se dire il faut pouvoir effectivement reformater notre dispositif de conseil pour pouvoir accompagner cette transition agroécologique. Donc il me semble que ce sont les deux leviers clés, à la fois le conseil et puis finalement l'achat de la production des agriculteurs. Oui, mais merci pour la réponse. Ma prochaine question est pour toi, Stéphane. Ben Bat a demandé, est-ce que la culture des potagers urbains et personnels ou partagés ne serait pas l'une des clés majeures de la transition, de la transformation de l'agriculture? Je crois que c'est vrai que c'est une clé très importante. Alors pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on voit bien que, et vous l'avez vu la semaine dernière dans la séquence sur l'émergence de l'agroécologie, la conception de l'agroécologie s'est élargie à celle de dire, comme l'écrit Francis par exemple, que l'agroécologie c'est l'écologie du système alimentaire. Et donc l'agroécologie, on en parle depuis le début avec Antoine, c'est évidemment des aspects de production, comment produire mieux, comment produire dans la biodiversité, comment produire différemment, mais c'est aussi une question de connexion au système alimentaire. On en parlait un petit peu avec l'histoire des circuits courts ou des coopératives. Et donc je pense que de ce point de vue-là, le maraîchage urbain, l'agriculture urbaine et les potagers aussi personnels que peuvent avoir les uns et les autres peuvent jouer un rôle clé parce que ça permet à chacun à la fois de pratiquer, de mettre les mains dans la terre, mais aussi de goûter les fruits, de voir effectivement que quand une tomate que l'on cultive soi-même n'a pas le même goût qu'une tomate à 1 euro achetée en supermarché. Et le fait de pouvoir faire cette expérience personnelle de l'alimentation conduit, on le montre à travers des études, notamment des collègues de l'UMR Innovation qui étudient ça sur ceux qui ont des potagers, en quoi leur façon de s'alimenter évolue. Et on voit effectivement qu'ils ont une façon de s'alimenter qui est à la fois meilleure pour leur santé, mais également qui va valoriser des productions plus locales ou issues de l'agriculture et de l'agroécologie, enfin d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et donc on voit bien que l'alimentation peut être un levier extrêmement important
pour favoriser des formes d'agriculture qui sont celles issues de l'agroécologie. Merci. Ok. Et c'est d'autant plus important voilà, dans des pays où voilà, on a voilà, beaucoup d'urbanisation et beaucoup de citadins qui se sont beaucoup séparés des milieux agricoles et qui, voilà, en mettant en œuvre un peu ou en jardinant un peu soi-même, voilà, c'est une manière voilà, de comprendre aussi les difficultés que peuvent rencontrer les agriculteurs. Parce que voilà, c'est aussi une leçon d'humilité à accepter de ses échecs, à faire pousser certaines plantes, savoir qu'on n'est pas capable de tout contrôler. Et je pense que ça permet aussi de comprendre voilà, comment fonctionne la nature et de changer effectivement le comportement des consommateurs et de réinstaurer un peu de lien entre les citoyens et puis les agriculteurs. Plutôt que d'avoir des oppositions stériles comme on peut souvent avoir dans les débats actuels. Et après, il faut faire attention effectivement de se dire que ces modèles de potager ne sont pas non plus transposables tels quels aux agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs sont dans une réalité très différente de celle de vous et moi quand on cultive notre potager. Ils ont des emprunts, Et donc à la fois ça peut permettre de reconnecter effectivement la société et l'agriculture, et Antoine a raison, il y a besoin de cette reconnexion, et en même temps il ne faut pas se leurrer sur le fait que je fais ça dans mon jardin, c'est facile à faire pour un agriculteur. Non, les agriculteurs sont dans une autre réalité, dans un autre contexte, et autant ça peut recréer du lien, autant il ne faut pas non plus que ce soit une façon de faire la leçon en disant « Regardez, j'y arrive bien chez moi, pourquoi vous n'y arrivez pas chez vous ?» C'est très différent selon la manière l'endroit où on se situe. Ok. Alors la prochaine question est pour Antoine. Quelles sont selon vous les différences entre l'agriculture dite régénérative, concept en vogue actuellement, et l'agroécologie? Moi, j'ai l'impression que la culture régénérative, ça s'insère complètement dans le cadre de l'agroécologie. Okay. En termes de pratique, si je comprends bien, voilà, l'idée de l'agriculture régénérative, c'est d'améliorer le milieu. Je pense que c'est surtout centré sur le sol, mais d'améliorer, d'aggrader l'écosystème, d'améliorer par exemple la fertilité du sol, plutôt que d'avoir une agriculture qui va surtout exploiter les ressources sans se préoccuper de la durabilité de ces ressources ou de préserver l'intégrité du fonctionnement de l'écosystème. On va chercher à améliorer cet écosystème, et j'ai l'impression qu'on utilise beaucoup cette expression quand on parle de sol, à travers l'augmentation de la fertilité du sol, en termes de matière organique, de biodiversité, de toute la qualité du sol. Et donc pour moi, ça rentre complètement dans le cadre de l'agroécologie. Et par exemple, ça va se traduire par exemple par l'agriculture de conservation, où des agriculteurs cherchent à arrêter totalement la perturbation du sol et à retrouver la formation d'une litière et de tous les organismes qui vont vivre, à recréer un écosystème qui a beaucoup disparu dans les sols qui sont fortement travaillés. Et donc moi j'ai l'impression que ça s'insère complètement dans le cadre de l'agroécologie. Alors après, en pratique, je pense que c'est peut-être en général peut-être plus facile à mettre en œuvre sur des petites surfaces. On est bien capable avec de la main-d'œuvre de maîtriser l'implantation des espèces, la gestion des couverts végétaux. Je pense que les enjeux ils sont un petit peu plus compliqués, un peu plus, ça pose beaucoup de questions. Dès lors qu'on veut travailler sur de grandes surfaces, apporter beaucoup de matière organique ou avoir des couverts très diversifiés qui vont nourrir le sol, ça pose beaucoup de difficultés pour gérer ces couverts en grandes parcelles. Mais je pense que pour moi ça s'insère complètement dans le cadre de l'agroécologie. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Et j'ai déjà notre dernière question, et c'est encore une fois pour toi, Stéphane. Quel impact l'introduction de la permaculture dans l'éducation des enfants et adolescents peut-elle avoir? C'est vrai je pense, beaucoup d'impacts positifs. Donc la question de la permaculture, de cette approche de l'agroécologie et du design permaculturel qui va avec. Donc là aussi, vous l'avez vu déjà dans le MOOC, l'approche de Bill Mollison et ce qu'il apporte avec cette façon de concevoir une agriculture avec une couverture permanente. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant parce que très démonstratif et très pédagogique pour des enfants. C'est-à-dire que faire une permaculture, c'est recréer, par exemple, une chose qui est assez importante en permaculture, c'est les buts de permaculture, ce qu'on appelle les lasagnes, ou cette façon d'empiler différentes couches de matières organiques différentes et de terre pour pouvoir constituer une
finalement un milieu qui soit extrêmement favorable à la croissance des plantes. Et l'intérêt de ces approches, c'est qu'on peut faire ces buts de permaculture sur des sols très dégradés, voire sur des sols urbains. Il y a certains étudiants de Supagro qui ont créé tout un potager permaculturel dans une ancienne carrière à l'Institut des régions chaudes et qui pousse très bien. Et le fait de pouvoir effectivement faire pousser des plantes n'importe où est quelque chose qui peut être intéressant. Et on a l'exemple, notamment en région parisienne, mais aussi dans d'autres endroits de France, de potagers en permaculture qui sont créés dans les écoles, qui sont créés même sur les toits des écoles ou sur bien sûr les toits des immeubles dans l'approche de l'agriculture urbaine. Donc il y a quelque chose, je pense, qui est pédagogique, déjà dans le sens où on peut la mettre en œuvre dans le contexte scolaire de l'enfant, de son quotidien. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce sont des approches où la question de savoir comment on aménage l'espace, comment on place les plantes à tel ou tel endroit, comment on place des arbres à tel endroit et pas ailleurs pour pouvoir faire de l'ombre, etc., a toute sa place finalement. Et ça, pour des enfants, pour des collégiens ou des lycéens, c'est quelque chose d'extrêmement créatif, d'extrêmement ludique aussi, de se dire, tiens, comment on va concevoir notre environnement, à la fois pour qu'il soit agréable, mais aussi pour qu'il soit productif. C'est-à-dire se mettre dans la peau de chacune des plantes pour savoir quel est l'environnement qui lui est le plus favorable par rapport à elle et qui sera le plus défavorable aux prédateurs ou aux parasites de cette plante-là. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, les exemples montrent qu'effectivement, dans des écoles, on a des exemples de mise en place de permaculture ou de ces approches-là et qui sont souvent très intéressantes pour les enfants et pour ceux qui les accompagnent aussi. On a plusieurs anciens élèves aussi qui ont été embauchés sur ce type de poste, c'est-à-dire créer des potagers permaculturels dans des écoles, dans des collèges, dans les lycées, et qui ont fondé des associations aussi par rapport à ça. On pourra vous mettre les liens sur les forums pour que vous puissiez en savoir plus. Et comme la permaculture, elle cherche à valoriser au maximum toutes les interactions entre les plantes et les interactions des plantes avec leur environnement, je pense que ça oblige aussi dès le départ à avoir une vision globale, une vision systémique, de réfléchir à la plante ou la culture dans son environnement. Et ça, je pense qu'en termes de manière de penser, ça crée un cadre de pensée qui pense tout de suite toutes les interactions possibles et qui réfléchit, qui place la plante dans tout son environnement, plutôt que d'avoir une démarche dès le départ, un peu une démarche qui pourrait être réductionniste. Je pense que dès le départ, se mettre dans ce contexte de permaculture, ça aide un peu à penser toute cette complexité. Et ça peut servir ensuite à mieux réfléchir par la suite, ou à mieux raisonner par la suite, à dès le départ intégrer cette complexité. Et ça, je pense que, entièrement d'accord, et c'est important par rapport aux enfants et aux jeunes qui vont devoir, qui font déjà face à cette question du changement climatique, de réinventer de certains systèmes, de la transition énergétique, etc. Pouvoir aborder les choses dans leur complexité, quelque chose est un apprentissage qui est extrêmement important. Parce qu'on sait bien que pour l'adaptation au changement climatique, pour la transition énergétique, ce ne seront pas des solutions simples ou des solutions presse-bouton, mais ce seront des solutions qui pourront intégrer l'ensemble des interactions et de la complexité. Et donc de ce point de vue-là, oui, pour le potager permaculturel peut être un bon apprentissage. Ok. Alors, nous sommes au terme de notre live, déjà. Et nous remercions Stéphane et Antoine Gardarin pour leur participation et pour toutes les réponses à ces questions. Les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre au cours de ce live, nous pourrons y répondre sur le MOOC. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous sont venues à la suite aussi de ce live. Nous pourrons y répondre. Alors, merci aussi à tous les participants, tous ceux qui nous ont suivis et qui sont un peu repartis dans le monde entier, un peu comme nous ici. Et soyez prêts pour le prochain live qui se tiendra le 27 février, je crois. Oui, le 27 février. Alors, merci et d'ici là, bon après-midi et à bientôt. So, unfortunately, we need to come to an end now. But thanks for Antoine and also for you, Stefan, that you took your time to explain us more about the different approaches of agroecology. And thank you as well for the participation to our live MOOC. It was a pleasure to talk with you. And yeah, be ready for our next live session on February the 27th.
Yeah. And goodbye and have a nice afternoon.